J'ai vu ma belle-fille jeter une valise en cuir dans le lac et s'en aller sans un regard en arrière. J'ai couru vers la rive et avec effort, j'ai sorti de l'eau cette valise trempée. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli la laisser tomber. C'est alors que j'ai entendu un son étouffé provenant de l'intérieur. « S'il vous plaît, que ce ne soit pas ce que je pense », ai-je murmuré, les doigts tremblants, en essayant d'ouvrir la fermeture éclair humide. Elle était coincée, mais a finalement cédé, et à cet instant, mon cœur s'est tout simplement arrêté. Ce que j'ai vu à l'intérieur m'a fait frissonner d'une manière que je n'avais jamais ressentie en 62 ans de vie. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Nous adorons savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je m'appelle Madeleine, j'ai 63 ans et je vis seule depuis que j'ai enterré mon fils unique, Antoine, il y a 8 mois. La maison au bord du lac d'Annecy, autrefois remplie de rires et de souvenirs, semblait maintenant trop grande, trop silencieuse. Cet après-midi de septembre, alors que je prenais mon thé sur la véranda, quelque chose a attiré mon attention. La voiture argentée de Céline, ma belle-fille, est apparue sur le chemin de terre en soulevant la poussière. Elle conduisait comme une folle, à une vitesse anormale pour cette route sinueuse. Quelque chose n'allait pas du tout. J'ai posé ma tasse sur la balustrade de la véranda et j'ai plissé les yeux pour mieux voir. Céline a freiné brusquement au bord du lac, le moteur encore allumé. Elle a sauté de la voiture comme si elle était poursuivie. Son visage était rouge, ses cheveux en désordre. Elle a ouvert le coffre avec une telle force que j'ai cru qu'elle allait arracher la portière. C'est alors que j'ai vu la valise, cette valise en cuir marron que je lui avais moi-même offerte lorsqu'elle a épousé Antoine. « Pour que tu emportes tes rêves partout avec toi », lui avais-je dit à l'époque. Quelle naïve j'ai été. Céline a traîné la valise hors de la voiture. Elle était lourde. Cela se voyait à la façon dont son corps se pliait, dont ses bras tremblaient. Elle a regardé autour d'elle, nerveuse, coupable. Je n'oublierai jamais ce regard. « Céline !» ai-je crié depuis la véranda, mais elle ne m'a pas entendu ou a fait semblant de ne pas entendre. Elle a marché jusqu'au bord du lac. Chaque pas semblait une lutte, comme si elle portait non seulement un poids, mais un fardeau terrible. Elle a balancé la valise 1, 2 fois, et à la 3e, elle l'a jetée à l'eau. Le bruit de l'impact a brisé le silence de l'après-midi. La valise a flotté un instant avant de commencer à couler lentement. Céline a couru vers sa voiture, a démarré, les pneus ont crissé sur le gravier, et elle a disparu par le même chemin de terre, ne laissant derrière elle que de la poussière et un silence pesant. Je suis resté paralysé quelques secondes. À quoi venais-je d'assister? Céline, la valise, le lac, le désespoir dans ses mouvements. Un frisson a parcouru mon dos malgré la chaleur de l'après-midi. Mes jambes se sont mises à bouger avant que mon esprit ne puisse traiter ce qui se passait. J'ai dévalé les marches de la véranda, traversé le jardin et me suis dirigé vers le chemin de terre. Le lac était à environ 100 mètres. J'ai couru comme je ne l'avais pas fait depuis des années. Mes genoux protestaient. Ma poitrine me brûlait, mais je ne me suis pas arrêté. Quand je suis arrivé au bord, j'étais à bout de souffle. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. La valise était toujours là, flottant, coulant peu à peu. Le cuir était trempé, sombre, lourd. Je suis entré dans l'eau sans hésiter. Le lac était froid, bien plus froid que ce à quoi je m'attendais. L'eau a atteint mes genoux, puis ma taille. La vase du fond aspirait mes pieds. J'ai tendu les bras, attrapé l'une des poignées de la valise et j'ai tiré. Elle était incroyablement lourde. J'ai tiré plus fort, mes bras tremblants sous l'effort. L'eau me fouettait le visage. Mes vêtements étaient complètement trempés. Finalement, j'ai réussi à traîner la valise jusqu'à la rive. C'est alors que j'ai entendu un son faible, étouffé, provenant de l'intérieur de la valise. Mon sang s'est glacé. Non, ça ne pouvait pas être ça. S'il vous plaît, mon Dieu, que ce ne soit pas ce que je pense. J'ai tiré plus vite, avec plus de désespoir. J'ai traîné la valise sur le sable mouillé de la rive et je suis tombé à genoux à côté d'elle. Mes mains ont cherché la fermeture. Elle était coincée, mouillée, rouillée. Mes doigts n'arrêtaient pas de glisser. « Allez, allez !» répétais-je entre mes dents serrées. Les larmes ont commencé à brouiller ma vision. J'ai forcé la fermeture 1 fois, 2 fois. Elle a finalement cédé. J'ai soulevé le couvercle et ce que j'ai vu à l'intérieur a fait s'arrêter le monde entier. Mon cœur a cessé de battre. L'air est resté coincé dans ma gorge. Mes mains se sont portées à ma bouche pour étouffer un cri. Là, enveloppé dans une couverture bleu ciel trempé, il y avait un bébé, un nouveau-né, si petit, si fragile, si immobile. Ses lèvres étaient violettes, sa peau pâle comme de la cire,
Ses yeux fermés, il ne bougeait pas. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Non, mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine le tenir. Je l'ai sorti de la valise avec une tendresse que je ne savais pas posséder encore. Il était froid, si froid. Il pesait moins qu'un sac de sable. Sa petite tête tenait dans la paume de ma main. Son cordon ombilical était encore noué avec un bout de ficelle. De la ficelle, pas une pince médicale. De la ficelle ordinaire, comme si quelqu'un l'avait fait à la maison, en secret, sans aucune aide. Non, 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 ai-je chuchoté à plusieurs reprises. J'ai pressé mon oreille contre sa poitrine, silence. Rien. J'ai pressé ma joue contre son nez, et c'est alors que j'ai senti une bouffée d'air si faible que j'ai cru l'avoir imaginée. Mais elle était là. Il respirait, à peine, mais il respirait. Je me suis levé en serrant le bébé contre ma poitrine. Mes jambes ont failli flancher. J'ai couru vers la maison plus vite que je n'avais jamais couru de ma vie. L'eau dégoulinait de mes vêtements. Mes pieds nus saignaient à cause des pierres du chemin, mais je ne sentais aucune douleur. Seulement la terreur, seulement l'urgence, seulement le besoin désespéré de sauver cette petite vie qui tremblait contre moi. J'ai fait irruption dans la maison en criant. Je ne sais pas ce que je criais. Peut être au secours, peut être mon Dieu, peut être rien de cohérent. J'ai attrapé le téléphone de la cuisine d'une main tout en tenant le bébé de l'autre. J'ai composé le 15. Mes doigts ont glissé sur les touches. Le téléphone a failli tomber 2 fois. « Samu, quelle est votre urgence ?» a dit une voix féminine. « Un bébé. Je suis. J'ai trouvé un bébé dans le lac. Il ne réagit pas. Il est froid. Il est violet. S'il vous plaît, envoyez de l'aide. Madame, il faut que vous vous calmiez. Donnez-moi votre adresse. » J'ai donné mon adresse près d'Annecy. Les mots sortaient en trébuchant. L'opératrice m'a dit de placer le bébé sur une surface plane. J'ai balayé tout ce qui se trouvait sur la table de la cuisine d'un revers de bras. Tout est tombé par terre. Assiettes, papier, rien n'importait. J'ai posé le bébé sur la table. Si petit, si fragile, si immobile. « Est-ce qu'il respire ?» ai-je demandé à l'opératrice. Ma voix était un cri aigu que je ne reconnaissais pas. « C'est à vous de me le dire. » « Regardez sa poitrine. Est-ce qu'elle bouge ?» J'ai regardé, observant attentivement un mouvement presque imperceptible, si subtil que j'ai dû me pencher pour le voir. « Oui, je crois, très faiblement. »« D'accord, écoutez attentivement. Je vais vous guider. Vous devez prendre une serviette propre et sécher le bébé très délicatement. Ensuite, enveloppez-le pour le maintenir au chaud. L'ambulance est en route. » J'ai fait ce qu'elle m'a dit. J'ai pris des serviettes dans la salle de bain. J'ai séché son petit corps avec des mouvements maladroits et désespérés. Chaque seconde semblait une éternité. J'ai enveloppé le bébé dans des serviettes propres. Je l'ai repris. Je l'ai bercé contre ma poitrine. J'ai commencé à le balancer sans m'en rendre compte. Un instinct ancestral que je pensais avoir oublié. « Tiens bon, petit », lui ai-je murmuré. « S'il te plaît, tiens bon. Ils arrivent. Ils viennent t'aider. » Et comme ça, les minutes qui ont suivi jusqu'à l'arrivée de l'ambulance ont été les plus longues de ma vie. Je me suis assise par terre dans la cuisine avec le bébé contre ma poitrine. J'ai chanté. Je ne sais pas ce que j'ai chanté. Peut être la même chanson que je chantais à Antoine quand il était petit. Peut être juste des sons sans signification. J'avais juste besoin qu'il sache qu'il n'était pas seul, que quelqu'un le tenait, que quelqu'un voulait qu'il vive. Les sirènes ont brisé le silence. Des lumières rouges et blanches ont clignoté à travers les fenêtres. J'ai couru vers la porte. 2 secouristes sont sortis de l'ambulance. Un homme plus âgé, avec une barbe grisonnante, et une jeune femme aux cheveux sombres, attachée en queue de cheval. Elle a pris le bébé de mes bras avec une efficacité qui m'a fendu le cœur. Elle l'a examiné rapidement, a sorti un stéthoscope, a écouté. Son visage ne montrait aucune émotion, mais j'ai vu ses épaules se tendre. « Hypothermie sévère, possible noyade sèche », a-t-elle dit à son collègue. « Il faut y aller maintenant. » Ils l'ont placé sur une petite civière, lui ont mis un masque à oxygène. Leurs mains travaillaient vite, connectant des câbles, des moniteurs, des choses que je ne comprenais pas. L'homme m'a regardé. « Vous venez avec nous ?» Ce n'était pas une question. Je suis monté dans l'ambulance, je me suis assise sur le petit siège latéral. Je ne pouvais pas quitter des yeux le bébé, si petit au milieu de tout cet équipement. L'ambulance a démarré, les sirènes hurlant. Le monde défilait flou par les fenêtres. « Comment l'avez-vous trouvé ?» a demandé la secouriste, tout en continuant à travailler. « Dans une valise, dans le lac. » J'ai vu quelqu'un la jeter. Elle m'a regardé, puis a regardé son collègue. J'ai vu quelque chose dans ses yeux, de l'inquiétude, peut être de la suspicion, peut
être de la pitié. Vous avez vu qui c'était? J'ai ouvert la bouche, je l'ai refermée. Céline, ma belle-fille, la veuve d'Antoine, la femme qui a pleuré à son enterrement comme si son monde s'était écroulé. La même femme qui venait d'essayer de noyer un bébé. Comment pouvais-je dire ça? Comment pouvais-je même le croire moi-même? Oui, ai-je dit finalement. J'ai vu qui c'était. Nous sommes arrivés au CHU de Lyon en moins de 15 minutes. Les portes des urgences se sont ouvertes. Une douzaine de personnes en blouse blanche et verte ont entouré la civière. Ils criaient des chiffres, des termes médicaux, des ordres. Ils ont emmené le bébé par un ensemble de portes battantes. J'ai essayé de les suivre, mais une infirmière m'a arrêté. « Madame, vous devez rester ici. Les médecins s'en occupent. Nous avons besoin de quelques informations. » Elle m'a conduite dans une salle d'attente. Murs couleur crème, chaises en plastique, l'odeur de désinfectant. Je me suis assise. Je tremblais de la tête aux pieds. Je ne savais pas si c'était à cause du froid de mes vêtements mouillés ou du choc. Probablement les deux. L'infirmière s'est assise en face de moi. Elle était plus âgée que la secouriste. Peu, être de mon âge. Elle avait des rides bienveillantes autour des yeux. Son badge indiquait « Infirmière Sophie, je vais avoir besoin que vous me racontiez tout ce qui s'est passé », a-t-elle dit d'une voix douce. Et j'ai raconté chaque détail, du moment où j'ai vu la voiture de Céline jusqu'à ce que j'ouvre la valise. Sophie prenait des notes sur une tablette, hochait la tête, ne m'interrompait pas. Quand j'ai eu fini, elle a soupiré profondément. « La police voudra vous parler », a-t-elle dit. « C'est une tentative d'homicide, peut être pire. Tentative d'homicide. » Les mots flottaient dans l'air comme des oiseaux noirs. « Ma belle-fille, la femme de mon fils, une meurtrière. » Je ne pouvais pas l'assimiler. Je ne pouvais pas comprendre. Sophie a posé sa main sur la mienne. « Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez sauvé une vie aujourd'hui. Mais ce n'est pas comme ça que je me sentais. J'avais l'impression d'avoir découvert quelque chose de terrible. Quelque chose que je ne pouvais pas repousser dans l'obscurité. Quelque chose qui allait tout changer pour toujours. 2 heures se sont écoulées avant qu'un médecin ne vienne me parler. Il était jeune, peu, être 35 ans. Il avait des cernes profonds et des mains qui sentèrent le savon antibactérien. « Le bébé est stable », a-t-il dit. « Pour l'instant, il est en soins intensifs néonatales. Il a souffert d'hypothermie sévère et a inhalé de l'eau. Ses poumons sont atteints. Les 48 prochaines heures sont critiques. »« Va-t-il vivre ?» ai-je demandé. Ma voix semblait brisée. « Je ne sais pas », a-t-il dit avec une honnêteté brutale. « Nous allons faire tout ce que nous pouvons. » La police est arrivée une demi-heure plus tard. 2 officiers, une femme d'une 40aine d'années avec les cheveux attachés en un chignon serré et un homme plus jeune qui prenait des notes. La femme s'est présentée comme l'inspectrice Léa Dubois. Elle avait des yeux sombres qui semblaient voir à travers les mensonges. Ils m'ont posé les mêmes questions encore et encore, sous différents angles. J'ai décrit la voiture, l'heure exacte, les mouvements de Céline, la valise, tout. Léa me regardait avec une intensité qui me faisait me sentir coupable, bien que je n'ai rien fait de mal. « Et vous êtes sûr que c'était votre belle-fille ?»« Absolument sûr, absolument. Pourquoi ferait-elle une chose pareille ? Je ne sais pas. Où est-elle maintenant ? Je ne sais pas. Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois avant aujourd'hui ? Il y a 3 semaines, à l'anniversaire de la mort de mon fils. Léa a écrit quelque chose. Elle a échangé un regard avec son partenaire. Nous aurons besoin que vous veniez au commissariat demain pour faire une déposition formelle. Et vous ne devez contacter Céline sous aucun prétexte. Compris ? J'ai hoché la tête. Qu'allais-je lui dire de toute façon ? Pourquoi as-tu essayé de tuer un bébé ? Pourquoi l'as-tu jeté dans le lac comme un déchet ? Pourquoi ? Les officiers sont partis. Sophie est revenue avec une couverture et une tasse de thé chaud. Vous devriez rentrer chez vous, vous reposer un peu, vous changer. Mais je ne pouvais pas partir. Je ne pouvais pas laisser ce bébé seul à l'hôpital. Ce bébé que j'avais tenu contre ma poitrine, qui avait exhalé son dernier souffle d'espoir dans mes bras. Je suis resté dans la salle d'attente. Sophie m'a apporté des vêtements secs de la réserve de l'hôpital, un pantalon d'infirmière et un t-shirt trop grand pour moi. Je me suis changé dans les toilettes. Je me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air d'avoir vieilli de 10 ans en un après-midi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assise sur cette chaise en plastique à regarder l'horloge. Toutes les heures, je me levais et demandais des nouvelles du bébé. Les infirmières me donnaient la même réponse. Stable, critique, il se bat. À 3 heures du matin, le père Thomas, le prêtre de ma paroisse, est apparu. Quelqu'un avait dû l'appeler. Il s'est assis à côté de moi en silence. Il n'a rien dit pendant longtemps, il était juste là. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin,
une présence. La preuve qu'on n'est pas complètement seul en enfer. Dieu nous éprouve de bien des manières, a-t-il dit finalement. Cela ne ressemble pas à une épreuve, ai-je répondu. Cela ressemble à une malédiction. Il a hoché la tête. Il n'a pas essayé de me convaincre du contraire. Et j'ai apprécié cela plus que n'importe quel sermon. Quand le soleil a commencé à se lever, j'ai su que plus rien ne serait comme avant. J'avais franchi une ligne. J'avais vu quelque chose que je ne pouvais pas dévoir. Quoi qu'il arrive ensuite, je devrais y faire face. Parce que ce bébé, ce petit être qui se battait pour chaque respiration dans la pièce voisine, était devenu ma responsabilité. Je n'avais pas choisi cela, mais je ne pouvais pas l'abandonner non plus. Pas après l'avoir sorti de l'eau, pas après avoir senti son cœur battre contre le mien. L'aube est arrivée sans même que je m'en rende compte. La lumière entrait par les fenêtres de la salle d'attente, peignant tout d'un orange pâle. J'avais passé toute la nuit sur cette chaise en plastique. J'avais mal au dos, les yeux me brûlaient, mais je ne pouvais pas partir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la valise couler. Je voyais ce petit corps immobile, je voyais les lèvres violettes. Sophie est apparue à 7 heures du matin avec du café et un sandwich emballé dans du papier aluminium. « Il faut que vous mangiez quelque chose », a-t-elle dit, en les mettant dans mes mains. Je n'avais pas faim, mais j'ai mangé quand même parce qu'elle est restée là à attendre. Le café était trop chaud et m'a brûlé la langue. Le sandwich avait un goût de carton, mais j'ai avalé, j'ai mâché. Je faisais semblant d'être une personne normale, faisant des choses normales un matin normal. « Le bébé est toujours stable », a dit Sophie en s'asseyant à côté de moi. Sa température corporelle remonte, ses poumons répondent au traitement. C'est bon signe. Puis-je le voir? Elle a secoué la tête. Pas encore, seulement la famille proche. Et nous ne savons même pas qui est la famille. Famille. Le mot m'a frappé comme une pierre. Ce bébé devait avoir une famille, une mère, Céline. Mais elle avait essayé de le tuer. Alors, qui était le père? Où était-il? Pourquoi personne n'avait signalé sa disparition? Les questions s'accumulaient dans ma tête sans réponse. À 9 heures, Léa est revenue. Elle était seule cette fois. Elle s'est assise en face de moi avec un dossier dans les mains. Son expression était dure, inquisitrice. Elle me regardait comme si j'étais la suspecte. « Madeleine, j'ai encore quelques questions à vous poser », a-t-elle dit en ouvrant le dossier. « Je vous ai déjà dit tout ce que je sais. Je sais, mais certaines incohérences sont apparues. » Incohérence. Le mot flottait entre nous comme une accusation. J'ai senti mon estomac se nouer. Quel genre d'incohérence? Léa a sorti une photographie, l'a posée sur la petite table entre nous. C'était la voiture de Céline, mais elle était sur un parking, pas au bord du lac. Cette photo a été prise par une caméra de sécurité dans un supermarché à 30 minutes d'ici hier à 10 septembre. 10 septembre, 10 minutes après que je l'ai vue au lac. Impossible. J'ai regardé la photo de plus près. C'était sa voiture, plaque d'immatriculation et tout. Mais ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur, ai-je dit. Je l'ai vu. J'étais là. Je l'ai vu jeter la valise. J'étais sûr, ai-je dit, mais ma voix semblait moins convaincante maintenant. Léa s'est penchée en avant. « Madeleine, j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Quelle est votre relation avec Céline? Vous vous entendez bien? » Et voilà, la vraie question, celle que j'attendais depuis l'arrivée de la police. Parce que nous ne nous entendions pas bien. Nous ne nous sommes jamais bien entendus. Depuis le jour où Antoine me l'a présentée, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui clochait chez elle. Elle était trop parfaite, trop calculatrice, trop intéressée par l'argent qu'Antoine gagnait comme ingénieur. Nous ne sommes pas proches, ai-je admis. La tenez-vous pour responsable de la mort de votre fils? Quoi? Ma voix était trop forte, trop sur la défensive. C'est une question simple. Tenez-vous Céline pour responsable de la mort d'Antoine? L'accident, comme tout le monde l'appelait. Antoine rentrait chez lui après avoir dîné avec Céline. Il pleuvait. La voiture a dérapé, a percuté un arbre. Antoine est mort sur le coup. Céline s'en est sortie avec de légères égratignures. Cela m'a toujours paru étrange, toujours paru commode, mais je n'ai jamais eu de preuves. Juste une mère au cœur brisé cherchant quelqu'un à blâmer. Je ne vois pas ce que ça a à voir avec le bébé. Ça a tout à voir, a dit Léa en fermant le dossier. Parce que nous n'avons pas pu localiser Céline. Elle a disparu. Sa maison est vide. Son téléphone est éteint et vous êtes la seule personne à affirmer l'avoir vue hier. Ces mots sont tombés sur moi comme de l'eau glacée. Elle m'accusait, pas directement, mais l'insinuation était là, claire comme le jour. Elle pensait que j'avais tout inventé, que j'avais trouvé le bébé d'une autre manière et que j'accusais Céline par vengeance. Je n'ai pas menti, ai-je dit les dents serrées. J'ai vu ce que j'ai vu. Céline.
Alors nous devons trouver Céline et vite, car si elle est la mère de ce bébé, il est en grave danger. Et si ce n'est pas le cas, alors nous avons un mystère encore plus grand entre les mains. Nawasei. Léa s'est levée, m'a tendu une carte avec son numéro. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit d'autre, le moindre détail, appelez-moi. Elle est sortie, me laissant avec plus de questions que de réponses. Je suis resté là avec la carte dans la main, me demandant si je perdais la tête. J'avais vu Céline. J'en étais sûr, mais maintenant le doute s'infiltrait comme un poison. Et si je m'étais trompé? Et si c'était quelqu'un d'autre? Et si ma douleur et mon ressentiment m'avaient fait voir ce que je voulais voir? Le père Thomas est revenu à midi. Il tenait un chapelet dans ses mains. « On prie » a-t-il demandé. Je ne suis pas très religieuse, je ne l'ai jamais été. Mais à ce moment-là, j'avais besoin de quelque chose de plus grand que moi. Quelque chose pour me dire que je n'étais pas seul là-dedans. J'ai hoché la tête. Nous avons prié ensemble à voix basse. Les mots familiers m'ont calmé, même si je ne comprenais pas comment ils fonctionnaient. Quand nous avons eu fini, je me sentais un peu moins brisé. La police pense que je mens, lui ai-je confié. La vérité finit toujours par éclater, a-t-il répondu. Même si ça prend du temps, mais nous n'avions pas le temps. Ce bébé se battait pour sa vie. Et quelque part, Céline se cachait, ou fuyait, ou planifiait son prochain coup. À 15 heures, un médecin différent est venu me voir. Une femme, cette fois plus âgée, avec des lunettes épaisses et une expression sérieuse. « Nous avons besoin de votre autorisation pour faire des examens sur le bébé », a-t-elle dit. « Je ne suis pas de la famille. Nous le savons, mais vous êtes la seule personne responsable. L'aide sociale à l'enfance est en route, mais en attendant, nous devons agir. Le bébé a besoin d'analyse de sang. Nous devons savoir s'il a une condition médicale, s'il a été exposé à des drogues, s'il a des blessures que nous n'avons pas détectées. J'ai signé les papiers. Je ne les ai même pas lus complètement. Je voulais juste qu'il fasse tout ce qui était nécessaire pour le sauver. 2 heures plus tard, l'assistante sociale est apparue. Amélie était jeune, trop jeune pour ce travail, ai-je pensé, être 25 ans, cheveux courts, tailleur gris, un sourire professionnel qui n'atteignait pas ses yeux. « Madame Madeleine, a-t-elle dit en s'asseyant à côté de moi, j'ai quelques questions à vous poser sur votre situation. Je comprends que vous avez trouvé le bébé. » L'histoire encore, les questions encore. Mais Amélie était différente. Elle ne me regardait pas avec suspicion, elle me regardait avec pitié, ce qui était pire d'une certaine manière. « Vous vivez seul ?» a-t-elle demandé. « Oui. » « Vous avez un revenu stable? J'ai la pension de mon défunt mari et quelques économies. » « Un casier judiciaire? » « Non. » « Des problèmes de santé mentale, dépression, anxiété. » J'ai hésité. Après la mort d'Antoine, j'ai pris des antidépresseurs pendant 3 mois. Mon médecin disait que c'était normal, que le deuil a parfois besoin d'une aide chimique. J'ai arrêté quand j'ai commencé à me sentir mieux. J'ai fait une dépression après la mort de mon fils, ai-je admis. Mais c'est passé. Amélie a écrit quelque chose. Je ne voyais pas quoi. Le bébé aura besoin d'un foyer temporaire à sa sortie de l'hôpital, a-t-elle dit. S'il sort, les services sociaux chercheront des familles d'accueil agréées. En attendant, il restera sous la tutelle de l'État. Tutelle de l'État. Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Ce bébé que j'avais tenu contre ma poitrine, qui avait respiré son premier souffle de vie dans mes bras, serait confié à des étrangers, à un système, à des gens qui ne le verraient que comme un dossier de plus, un numéro de plus. Et si je voulais? Les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter. Et si je voulais m'en occuper? Amélie m'a regardé, surprise, puis sceptique. « Madame Madeleine, vous avez 63 ans. Vous n'êtes pas une famille d'accueil agréée. Vous n'avez aucun lien légal avec le bébé et vous êtes impliquée dans une enquête criminelle active. Je n'ai rien fait de mal. Je lui ai sauvé la vie. Je sais, mais le système a des protocoles. L'intérêt supérieur de l'enfant passe en premier et franchement, votre âge et votre situation émotionnelle récente sont des facteurs que nous devons considérer. J'ai eu l'impression d'avoir été giflée. Trop vieille, trop instable, trop brisée. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que c'était fou de même y penser. Mais quand je fermais les yeux, tout ce que je voyais, c'était ce petit corps fragile. Et je savais que personne d'autre au monde ne l'aimerait comme je le pourrais. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi pour la première fois en 36 heures. Sophie m'a convaincu. Elle a dit que je devais prendre une douche, dormir dans un vrai lit, que le bébé irait bien, qu'il m'appellerait si quelque chose changeait. J'ai conduit jusqu'à la maison, alors que le soleil se couchait. Le lac scintillait à ma droite. Je me suis arrêté au même endroit où j'avais vu Céline, où j'avais sorti la valise.
Je suis sorti de la voiture, j'ai marché jusqu'au bord. La valise avait disparu. La police l'avait emportée comme preuve, mais je pouvais voir exactement où elle avait été. Je pouvais voir mes propres empreintes dans la boue séchée. Je suis resté là tandis que l'obscurité tombait, me demandant si je connaîtrais un jour la vérité, me demandant si Céline observait de quelque part, me demandant ce qui diable s'était réellement passé. Et puis mon téléphone a sonné. C'était l'hôpital. Mon cœur s'est arrêté. « Madame Madeleine », a dit la voix de Sophie, « vous devez revenir maintenant. » J'ai reconduit jusqu'à l'hôpital, dépassant toutes les limitations de vitesse. Mes mains tremblaient sur le volant. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre par-dessus le moteur. Sophie n'avait pas donné de détails au téléphone, elle avait juste dit de revenir maintenant. Ces 2 mots ont suffi à remplir ma tête des pires scénarios possibles. Le bébé était mort, ça devait être ça. Pourquoi d'autres m'appelleraient-ils avec une telle urgence? Il s'était battu pendant 2 jours et finalement son petit corps avait cédé. Je n'avais pas été suffisante. Je n'avais pas été assez rapide. Je me suis garé n'importe comment, occupant 2 places. J'ai couru vers les portes des urgences. Sophie m'attendait à l'entrée. Son expression était sérieuse, mais il y avait autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas déchiffrer. « Il est vivant », a-t-elle dit immédiatement, comme si elle savait exactement ce que je pensais. « Le bébé est vivant, mais vous devez venir avec moi. » Elle m'a conduite dans des couloirs que je ne connaissais pas. Nous sommes montés au 3e étage, avons dépassé les soins intensifs néonatals, avons continué à marcher. Finalement, nous sommes arrivés à une petite salle de conférence. À l'intérieur se trouvait l'inspectrice Léa, Amélie l'assistante sociale, et un homme que je ne connaissais pas. Il était plus âgé, peut être 60 ans. Il portait un costume sombre et des lunettes. Il avait le visage d'un avocat. « Asseyez-vous, s'il vous plaît », a dit Léa en désignant une chaise. Je me suis assise. Mes jambes semblaient en gélatine. Tous me regardaient avec une intensité qui me donnait envie de fuir. « Nous avons reçu les résultats de l'analyse ADN du bébé », a dit Léa. Ces mots sont tombés comme des pierres dans l'eau calme. ADN. Je ne comprenais pas pourquoi ils avaient fait ça. Que cherchaient-ils? Ai-je demandé quand le silence est devenu insupportable. Léa a échangé un regard avec l'homme en costume. Il a hoché la tête, a ouvert un dossier et a sorti plusieurs feuilles imprimées. Il les a posées devant moi. Le bébé est un garçon. Il est né il y a environ 3 jours selon les examens médicaux. Léa a fait une pause. Et, Madeleine, c'est votre petit-fils. Le monde s'est arrêté. Les mots n'avaient aucun sens. Je les ai entendus, mais mon cerveau refusait de les traiter. Mon petit-fils. Impossible. Antoine est mort il y a 8 mois. Il n'a pas laissé d'enfant, pas de grossesse, rien. C'est impossible, ai-je chuchoté. Les résultats sont concluants, a dit l'homme en costume. Je suis le docteur Ernest Soto, spécialiste en génétique médico-légale. Nous avons fait les tests 2 fois pour être sûrs. Thus, in face and the winds of the repo. Le bébé partage environ 25% de son ADN avec vous. C'est définitivement votre petit-fils biologique, le fils de votre fils Antoine. Fils d'Antoine. Mon Antoine. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait frappé à la poitrine avec un marteau. Antoine avait un fils qu'il n'a jamais connu, un fils que quelqu'un avait essayé de noyer dans un lac. Mais comment? Ma voix semblait lointaine. Antoine est mort il y a 8 mois. Céline n'a jamais rien dit à propos d'une grossesse. Exactement, a dit Léa en se penchant en avant. Céline était enceinte lors de l'accident. Selon nos calculs, elle est tombée enceinte environ 1 mois avant la mort d'Antoine, ce qui signifie qu'elle le savait. La pièce tournait. Céline savait qu'elle était enceinte quand Antoine est mort. Pourquoi n'a-t-elle rien dit? Pourquoi a-t-elle caché la grossesse pendant 9 mois? Pourquoi a-t-elle accouché en secret puis essayé de tuer son propre fils? Je ne comprends pas, ai-je dit. Les larmes commençaient à brouiller ma vision. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? C'est son fils, le fils d'Antoine. C'est ce que nous devons découvrir, a dit Léa. Mais il y a plus, Madeleine. J'ai besoin que vous écoutiez très attentivement ce que je vais vous dire. Je me suis préparé. Je ne savais pas à quoi, mais je savais que ce qui allait suivre serait pire. Nous avons enquêté sur l'accident de votre fils, et il y a des incohérences, de grosses incohérences. Et vous, Holmes, quel genre d'incohérence? La voiture d'Antoine a été examinée après l'accident. Le rapport officiel disait que c'était un dérapage dû à la pluie, mais nous avons demandé une nouvelle expertise. Ils ont trouvé des preuves de manipulation des freins. Quelqu'un les a sabotés. Le mot est tombé comme une bombe. Sabotage, meurtre. Mon fils n'était pas mort dans un accident.
Il avait été assassiné. Céline, ai-je dit. Ce n'était pas une question. C'est notre principal suspecte, a admis Léa. Mais nous avons besoin de preuves et nous devons la trouver. Elle a complètement disparu. Elle n'a pas utilisé son téléphone, n'a pas touché à ses comptes bancaires. C'est comme si elle s'était volatilisée. Je me suis levé de ma chaise. J'avais besoin de bouger. J'avais besoin d'air. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, la ville scintillait de millions de lumières. Vie normale, gens normaux, pendant que j'étais piégé dans ce cauchemar. Mon fils, ai-je chuchoté contre la vitre. Mon bébé, elle l'a tué. Personne n'a répondu. Il n'y avait rien à dire. J'ai senti une main sur mon épaule. C'était Amélie. Il y a une autre chose que vous devez savoir, a-t-elle dit doucement, à propos du bébé, de son avenir. Je me suis retourné. Ses yeux étaient gentils, mais tristes. Étant donné que le bébé est votre petit-fils biologique, vous avez des droits légaux. Vous pouvez demander la garde. Mais elle a levé une main avant que je puisse parler. Ce sera un long processus. Il y aura des évaluations, des visites à domicile, des entretiens psychologiques, et en attendant, le bébé restera sous la garde de l'État. Non. Le mot est sorti comme un rugissement. Vous n'allez pas me le prendre. C'est tout ce qui me reste d'Antoine. C'est mon petit-fils, mon sang. Je comprends, a dit Amélie. Croyez-moi, je comprends. Mais le système a des protocoles. Et après tout ce qui s'est passé, nous devons nous assurer que le bébé est en sécurité. Il sera plus en sécurité avec moi qu'avec n'importe quel étranger. Peut être. Mais cette décision ne m'appartient pas. Elle appartient à un juge et au bien-être de l'enfant. Le docteur Soto a parlé pour la première fois depuis sa révélation initiale. Il y a un autre facteur que nous devons considérer. Le bébé a subi un traumatisme sévère, hypothermie, quasi-noyade. Les prochaines semaines seront critiques pour son développement. Il aura besoin de soins spécialisés, de thérapie, d'un suivi médical constant. Je ferai tout ce qu'il faudra, ai-je dit. Tout. Léa s'est levée. Madeleine, je veux que vous compreniez une chose. Vous n'êtes pas une suspecte. Nous croyons votre histoire, mais vous ne pouvez pas non plus simplement garder le bébé parce que c'est votre petit-fils. Il y a une procédure légale et en attendant, notre priorité est de trouver Céline. Nous avons besoin de votre aide. Comment? Réfléchissez, Céline. A-t-elle déjà mentionné un endroit spécial, une propriété, un ami ou un parent chez qui elle pourrait se cacher? J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à toutes les conversations que j'ai eues avec Céline pendant les 3 ans où elle a été mariée à Antoine. Elles étaient rares, superficielles. Elle ne parlait jamais de sa famille, ne mentionnait jamais son passé. C'était comme si elle était sortie de nulle part le jour où elle a rencontré Antoine. Elle a une tante, ai-je dit soudain, dans le nord, près de la frontière belge. Antoine l'a mentionné une fois. Il a dit que Céline avait grandi avec elle à Lille. Léa a noté rapidement. Son nom? Je ne sais pas. Antoine ne l'a jamais dit. C'est un début, a dit Léa. Nous allons enquêter. Tout le monde est parti. Sauf Sophie. Elle est restée avec moi dans cette salle de conférence froide et vide. Vous voulez voir votre petit-fils? A-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Elle m'a fait passer par des portes de sécurité jusqu'à l'unité de soins intensifs néonatales. Elle m'a fait me laver les mains, mettre une blouse stérile. Puis elle m'a conduite jusqu'à un incubateur dans le coin, et il était là, mon petit-fils, le fils d'Antoine, si petit, si fragile, connecté à des tubes et des câbles, mais vivant, respirant, sébattant. Il avait les cheveux sombres d'Antoine, le nez d'Antoine, les longs doigts d'Antoine. Je peux le toucher? Ai-je chuchoté. Oui, soyez juste douce. J'ai passé ma main par l'ouverture de l'incubateur. J'ai touché sa petite main. Elle était si douce, si chaude. Ses petits doigts se sont refermés autour de mon index. Un réflexe, mais j'ai senti cela comme une promesse. Bonjour, petit trésor, ai-je chuchoté. Je suis ta grand-mère et je te promets que je vais te protéger. Personne ne te fera plus jamais de mal. Je le jure sur la mémoire de ton père. Sophie a posé sa main sur mon épaule. Il a besoin d'un nom, a-t-elle dit doucement, pour les registres de l'hôpital jusqu'à ce que nous trouvions la mère ou qu'un juge décide. Antoine avait voulu appeler son premier fils Matteo, comme mon père. Il me l'avait dit une fois lors d'un dîner de Noël. Si j'ai un fils, je l'appellerai Matteo. Matteo, ai-je dit. Il s'appelle Matteo. Je suis resté là, toute la nuit, assise à côté de l'incubateur, lui tenant la main, lui chantant les chansons que je chantais à Antoine, lui promettant un avenir que je ne savais pas si je pouvais lui donner, mais le promettant quand même, parce que maintenant je savais la vérité. Ce bébé n'était pas un étranger que j'avais trouvé par hasard. C'était mon sang, ma famille,
tout ce qui restait de mon fils assassiné. Et je n'allais laisser personne me l'enlever, ni le système, ni Céline, personne. Les jours suivants ont été un enfer bureaucratique. Je me réveillais tous les matins à 5 heures. Je prenais ma douche, m'habillais, conduisais jusqu'à l'hôpital. Je passais la journée à côté de l'incubateur de Matteo et l'après-midi, les visites commençaient. Avocats, assistants sociaux, policiers, tous avec des dossiers, tous avec des questions, tous décidant si j'étais assez bonne pour élever mon propre petit-fils. Amélie est apparue le 3e jour avec une liste d'exigences. Elle l'a lue d'un ton monocorde, comme si elle récitait le mode d'emploi d'un appareil électroménager. Vous aurez besoin d'une vérification de casier judiciaire, d'une évaluation psychologique complète, d'un examen médical, d'une vérification de revenus, d'une inspection de votre maison, de références personnelles, d'au moins 3 personnes qui ne sont pas de la famille, et vous devez suivre un cours de puériculture de 40 heures. 40 heures, comme si je n'avais pas élevé un fils jusqu'à l'âge adulte. Comme si je ne savais pas comment changer une couche ou préparer un biberon. Mais je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête et pris les papiers qu'elle me tendait. Combien de temps tout cela prendra-t-il? Ai-je demandé. Si vous avez de la chance, 6 semaines. Sinon 3 mois. 3 mois. Matteo serait en famille d'accueil pendant 3 mois, pendant que je sautais des obstacles bureaucratiques pour prouver que je méritais de l'élever. Et lui, en attendant, à sa sortie de l'hôpital, il ira dans une famille d'accueil temporaire agréée. Il recevra des soins adéquats. Vous pourrez lui rendre visite 2 fois par semaine sous surveillance. 2 fois par semaine sous surveillance, comme si j'étais une menace, comme si je n'étais pas la personne qui l'avait sauvé de la noyade. Ce soir-là, j'ai appelé le père Thomas. J'avais besoin de références. J'avais besoin de gens qui diraient que je n'étais pas folle, que j'étais capable, que je pouvais le faire. Il est venu chez moi le lendemain. Il s'est assis dans ma cuisine, buvant le même thé que je préparais à Antoine quand il était enfant. « Bien sûr que je vais vous aider », a-t-il dit. « Vous êtes l'une des femmes les plus fortes que je connaisse. Cet enfant a de la chance de vous avoir. » Mais je ne me sentais pas forte. Je me sentais vieille, fatiguée, effrayée. J'avais 63 ans. Comment allais-je courir après un enfant de 2 ans quand j'en aurais 65? Comment allais-je l'aider avec ses devoirs quand j'en aurais 70? Comment serais-je présente à sa remise de diplôme si j'atteignais 80 ans? Je suis trop vieille pour ça, ai-je dit à voix haute pour la première fois. Le père Thomas m'a regardé par-dessus sa tasse. Sarah avait 90 ans quand elle a donné naissance à Isaac. L'âge n'est qu'un chiffre quand il y a de l'amour. Je voulais le croire, vraiment. Le 4e jour, Sophie m'a appris à m'occuper de Matteo, comment tenir sa petite tête, comment changer ses couches minuscules, comment préparer le lait à la température exacte. Mes mains tremblaient au début. J'avais oublié à quel point les nouveau-nés sont fragiles, dépendants, terriblement délicats. « Vous vous en sortez très bien », disait Sophie chaque fois que je paniquais. Mais je ne me sentais pas bien. J'avais l'impression de marcher sur de la glace fine, un faux mouvement, et tout s'effondrerait. Le 5e jour, Léa est revenue avec des nouvelles. « Nous avons trouvé la tante de Céline », a-t-elle dit. Elle vit dans un petit village à 100 km de la frontière, près de Lille. Nous sommes allés l'interroger, et elle dit ne pas avoir vu Céline depuis 2 ans. Elle dit qu'elles se sont disputées, que Céline lui devait de l'argent, 3 000 €, jamais remboursés. L'argent. Tout revenait toujours à l'argent avec Céline. Antoine gagnait un bon salaire comme ingénieur, 4 000 € par mois. Il avait des économies, une assurance vie de 200 000 €. Céline en était la bénéficiaire. A-t-elle touché l'assurance? Ai-je demandé. Léa a hoché la tête. Il y a 4 mois, 200 000 € déposés sur son compte. 2 semaines plus tard, elle a tout transféré sur un compte offshore aux îles Caïmans. Nous essayons de la retrouver, mais c'est compliqué. 200 000 €, la valeur de la vie de mon fils. Et elle l'avait caché dans un paradis fiscal pendant qu'elle prévoyait de tuer son bébé. Pourquoi? Ai-je dit, la question qui me tourmentait toutes les nuits. Pourquoi tuer le bébé? Elle aurait pu le donner en adoption. Elle aurait pu le laisser dans un hôpital. Pourquoi essayer de le noyer? Léa est restée silencieuse un long moment. Il y a une théorie, a-t-elle dit. Finalement, nous avons enquêté sur les finances d'Antoine. Nous avons trouvé quelque chose d'intéressant. 2 semaines avant de mourir, il a changé son testament. Il a tout laissé à ses futurs enfants. Pas à Céline, à ses enfants. L'air m'a manqué. Antoine le savait. D'une manière ou d'une autre, il savait que Céline était enceinte, et il a changé son testament pour protéger son fils. Elle l'a tué pour l'argent, ai-je murmuré. C'est ce que nous pensons. Et puis elle a découvert que l'argent irait au bébé s'il naissait vivant,
Alors elle a décidé de l'éliminer aussi. La pure méchanceté de la chose m'a laissé sans voix. Elle avait tué mon fils, avait mené la grossesse à terme, avait accouché seule puis avait essayé de noyer son propre bébé. Tout ça pour de l'argent. Vous avez assez pour l'arrêter? Quand nous la trouverons, oui, mais elle est toujours introuvable. Elle est maligne. Elle sait que nous la cherchons. Les jours sont devenus des semaines. Matteo est devenu plus fort. Les médecins lui ont retiré les tubes un par un. Il a commencé à respirer par lui-même, à se nourrir par lui-même, à pleurer avec des poumons forts et sains. C'était un miracle médical. Selon les médecins, aucun bébé qui avait traversé ce qu'il avait traversé ne devrait évoluer aussi bien. Mais je savais que c'était plus que de la médecine. C'était de la volonté. C'était l'esprit d'Antoine vivant dans ce petit corps, luttant, survivant, refusant d'abandonner. J'ai rempli toutes les exigences. La vérification du casier judiciaire est revenue vierge. L'examen médical a montré que j'étais en bonne santé pour mon âge. L'évaluation psychologique a été plus difficile. Une jeune femme avec des lunettes m'a posé des questions pendant 3 heures. Comment avez-vous géré la mort de votre fils? Que ressentez-vous envers Céline? Essayez-vous de remplacer Antoine avec ce bébé? Cette dernière question m'a irrité. Je ne remplace personne. Je sauve mon petit-fils. C'est différent. Elle a écrit quelque chose. Je ne savais pas si c'était bon ou mauvais. L'inspection de la maison a été humiliante. 2 femmes ont vérifié chaque recoin. Elles ont ouvert les placards, vérifié le réfrigérateur, mesuré les fenêtres pour voir si elles étaient sûres. Elles ont compté les détecteurs de fumée. Elles m'ont interrogé sur mon plan d'urgence en cas d'incendie. Vous aurez besoin d'un lit certifié, d'une table à langer, de barrières de sécurité à tous les escaliers, de verrous sur les armoires, de caches pour les prises. J'ai dépensé des centaines d'euros en articles pour bébé. Ma pension couvrait à peine mes dépenses de base. J'ai dû utiliser mes économies, mais peu m'importait. Matteo le valait bien. Le cours de puériculture a été le pire. 15 jeunes mères et moi. Elles me regardaient toutes comme si j'étais la grand-mère confuse qui s'était trompée de classe. L'instructrice avait 25 ans. Elle expliquait des choses que je savais déjà avec une lenteur insultante. Les bébés doivent manger toutes les 3 heures. Les bébés pleurent quand ils ont faim ou sont mouillés. Ne secouez jamais un bébé. Je hochais la tête et prenais des notes, même si je voulais crier que j'avais élevé un fils jusqu'à l'âge adulte, que je savais exactement ce que je faisais, mais j'avais besoin de ce certificat. Alors j'ai ravalé ma fierté, et j'ai fait semblant d'apprendre. 6 semaines après avoir trouvé Matteo dans le lac, Amélie est apparue à l'hôpital avec un petit sourire. « Vous avez rempli toutes les conditions ?» a-t-elle dit. « Le juge examinera votre cas la semaine prochaine. Si tout va bien, vous pourrez avoir la garde provisoire dans 2 semaines. » 2 semaines. Après 42 jours d'enfer bureaucratique, je pouvais enfin ramener mon petit-fils à la maison. Mais ce soir-là, alors que tout semblait s'améliorer, mon téléphone a sonné. C'était Léa. Sa voix était tendue. « Madeleine, je veux que vous veniez au commissariat maintenant. Nous avons trouvé quelque chose sur Antoine que vous devez voir. » Je suis arrivé au commissariat avec un nœud à l'estomac. Léa m'attendait à l'entrée. Son visage était plus sérieux que d'habitude. Elle m'a conduite dans des couloirs étroits jusqu'à une salle d'interrogatoire. Sur la table, il y avait une boîte en carton. À l'intérieur, j'ai reconnu les affaires d'Antoine. Son portefeuille, sa montre, son téléphone cassé, les choses qu'on m'avait rendues après l'accident. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « Nous avons enfin pu déverrouiller son téléphone », a dit Léa. « Notre technicien a travaillé dessus pendant des semaines et nous avons trouvé quelque chose. » Elle a sorti une enveloppe Kraft, l'a ouverte et a étalé plusieurs feuilles imprimées sur la table. C'étaient des captures d'écran de SMS entre Antoine et Céline, datées de 2 semaines avant sa mort. J'ai lu le premier. C'était d'Antoine à Céline. « Il faut qu'on parle. Je sais pour le bébé. » La réponse de Céline. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Antoine à nouveau. « J'ai trouvé le test de grossesse dans la salle de bain. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Un silence de 3 heures. Puis Céline. « Je n'étais pas prête à te le dire. J'avais peur. »« Peur de quoi ? Je suis ton mari. On va être parents. C'est merveilleux. » Un autre silence. Puis, « Je ne veux pas le garder. » J'ai eu l'impression d'avoir été frappé. J'ai continué à lire. Mes mains tremblaient. « Antoine, qu'est-ce que tu veux dire par « je ne veux pas le garder » ?» Céline. « Je ne suis pas prête. Je ne veux pas être mère. Je veux voyager, vivre, pas être attachée à un bébé. C'est notre enfant. C'est une erreur. Ne dis pas ça, s'il te plaît. On peut y arriver. Je t'aiderai. Ma mère nous aidera. Je ne veux pas d'aide. Je veux retrouver ma vie.
Les messages sont devenus plus intenses. Antoine suppliant, Céline résistant, jusqu'à ce que j'arrive au dernier échange, la veille de l'accident. Céline, j'ai parlé à un avocat. Si tu décides de ne pas avoir le bébé, je divorcerai de toi. Et si tu l'as et que tu ne veux pas l'élever, je me battrai pour la garde exclusive. Je ne te laisserai pas faire de mal à mon enfant. Antoine, tu vas le regretter. Céline, est-ce une menace? Pas de réponse. Le lendemain, Antoine était mort. J'ai laissé tomber les papiers. Les larmes coulaient sur mon visage de manière incontrôlable. Elle l'a tué, ai-je dit. Elle l'a tué parce qu'il allait protéger le bébé. C'est ce que nous croyons, a dit Léa. Et il y a plus. Nous avons examiné les relevés téléphoniques de Céline de cette semaine-là. Elle a passé 3 appels à un mécanicien indépendant, Marc Moreau. Nous l'avons fait venir pour l'interroger. Et qu'a-t-il dit? Rien au début. Mais quand nous lui avons montré la preuve des virements bancaires que Céline lui a fait, 5 000 € la veille de l'accident, il a commencé à parler. Il a admis qu'elle l'avait payé pour saboter les freins de la voiture d'Antoine. J'ai eu la nausée. J'ai dû m'asseoir. Céline avait tout planifié. Elle avait engagé quelqu'un pour tuer mon fils et l'avait fait passer pour un accident. Pourquoi Marc ferait-il une chose pareille? Des dettes. Il jouait. Il devait 15 000 € à des gens dangereux. Céline lui a offert 5 000 € immédiatement. Il a accepté. Il est en état d'arrestation maintenant pour complicité de meurtre. Et Céline? Nous avons un mandat d'arrêt contre elle pour meurtre au 1er degré et tentative de meurtre, mais nous ne l'avons toujours pas trouvée. C'est comme un fantôme. Je suis restée assise dans cette pièce froide, à tout assimiler. Mon fils était mort en essayant de protéger son bébé. Et ce bébé était maintenant à l'hôpital, luttant pour sa vie parce que sa propre mère avait essayé de le tuer aussi. La cruauté de tout cela était insupportable. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé. Nous continuons à chercher. Nous avons sa photo dans tous les aéroports, à toutes les frontières, des alertes dans les hôpitaux, au cas où elle essaierait de changer d'apparence. Quelqu'un la reconnaîtra éventuellement. Personne ne disparaît pour toujours. Mais je n'en étais pas si sûr. Céline s'était révélée plus maligne et plus froide que je ne l'avais jamais imaginé. Si elle avait planifié le meurtre d'Antoine avec autant de détails, elle avait probablement un plan de fuite tout aussi élaboré. Je suis retourné à l'hôpital cette nuit-là. Je me suis assise à côté de l'incubateur de Mathéo. Je l'ai regardé dormir. Si innocent, si étranger à l'horreur qui l'entourait. Sa propre existence avait coûté la vie à son père. Sa mère avait essayé de le tuer, et j'étais tout ce qui restait entre lui et un système qui ne le verrait que comme un dossier de plus. « Ton papa t'aimait », lui ai-je murmuré. « Il est mort en te protégeant. Je vais finir ce qu'il a commencé, je te le promets. » Sophie est apparue avec du café. Elle s'est assise à côté de moi en silence pendant un moment. « J'ai entendu parler des messages », a-t-elle dit finalement. « Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas qu'Antoine pouvait être si fort, ai-je dit. Il a toujours été doux, bienveillant, mais dans ses messages, c'était un guerrier prêt à se battre pour son fils. L'amour fait ça. Il vous rend plus fort que vous ne l'auriez jamais cru possible. Elle avait raison. Je le sentais moi-même. Je ne me suis jamais considérée comme particulièrement forte, mais maintenant, je me battais contre le système, contre le temps, contre une meurtrière en fuite. Tout ça pour ce bébé. Les jours suivants ont été consacrés à la préparation. J'ai transformé la chambre d'Antoine en chambre pour Mathéo. J'ai enlevé les posters de groupes de rock, les trophées de football, les photos de l'université. J'ai peint les murs d'un jaune doux. J'ai monté le nouveau lit, la table à langer, le mobile musical qui jouait des berceuses. C'était douloureux de démanteler le sanctuaire de mon fils, mais c'était nécessaire. Antoine était parti. Mathéo était vivant et avait besoin d'un espace pour grandir. Le père Thomas est venu bénir la chambre. Il a aspergé de l'eau bénite dans les coins. Il a prié pour la protection de Mathéo, pour ma force, pour la justice pour Antoine. Dieu a un plan, a-t-il dit, même si nous ne le comprenons pas toujours. Quel genre de plan implique de tuer un homme bon et de presque noyer un bébé? Ai-je demandé amèrement. Le genre de plan qui transforme le mal en rédemption. Céline voulait détruire cette famille, mais regardez, Antoine a laissé un héritage. Vous avez trouvé un nouveau but. Ce bébé a survécu contre toute attente. Le mal n'a pas gagné, l'amour a gagné. Je voulais le croire. Certains jours, je le pouvais. D'autres jours, tout ce que je voyais était l'obscurité. L'audience au tribunal a été fixée à un mardi. J'ai mis mon plus bel ensemble, le même que j'avais porté à l'enterrement d'Antoine. Amélie m'a accompagné. Nous sommes entrés dans une petite salle d'audience. La juge était une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris attachés,
une expression sévère, mais non sans bonté. Elle a examiné tous mes documents, les certificats, les références, les évaluations, le rapport d'inspection de la maison. Elle a lu chaque page avec une attention méticuleuse. Finalement, elle a levé les yeux. « Madame Madeleine », a-t-elle dit, « j'ai examiné votre cas attentivement. Il est très inhabituel qu'une femme de 63 ans demande la garde d'un nouveau-né. Mais il est également inhabituel qu'une grand-mère sauve son petit-fils de la noyade. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre. J'ai parlé avec l'hôpital, avec les assistantes sociales, avec vos références. Et tous disent la même chose, que vous êtes dévouée, aimante, capable, que ce bébé a eu de la chance que vous soyez là ce jour-là. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je les ai retenues. J'ai également lu l'affaire criminelle, les soupçons selon lesquels la mère du bébé a assassiné le père, puis a tenté de tuer le bébé. C'est horrible, impensable. Cet enfant a besoin de stabilité, d'amour, de quelqu'un pour le protéger. Une longue pause interminable. Par conséquent, j'accorde la garde provisoire à Madame Madeleine pour une période de 6 mois. Pendant ce temps, il y aura des visites mensuelles des services sociaux, des évaluations de progrès, et à la fin des 6 mois, nous réexaminerons si la garde devient permanente. Félicitations, grand-mère. Le marteau a frappé et soudain, j'ai pu respirer à nouveau. J'ai pleuré là, dans la salle d'audience. J'ai pleuré de soulagement, de gratitude, de peur, de tout. Amélie m'a serré dans ses bras. « Vous avez réussi », a-t-elle murmuré. « Vous allez pouvoir le ramener à la maison. » 3 jours plus tard, 6 semaines après l'avoir sorti du lac, j'ai ramené Matteo à la maison. Sophie m'a aidé à l'attacher dans le siège auto. Elle m'a tout expliqué à nouveau. Comment le tenir, comment le nourrir, comment remarquer les signes de problème. « Il ira bien », a-t-elle dit, « et je ne suis qu'à un coup de fil si vous avez besoin de moi. » J'ai conduit jusqu'à la maison à 20 km/h. Chaque nid de poule me terrifiait. Chaque voiture qui passait lentement devant ma maison me rendait nerveuse. Mais nous sommes arrivés sains et saufs. Je suis entré dans la maison avec Matteo dans mes bras. Je l'ai emmené dans sa chambre. Je l'ai mis dans son lit. Il avait l'air si petit dans cet espace, si vulnérable, mais il respirait. Il était vivant. Il était en sécurité pour l'instant. Les premières semaines avec Matteo à la maison ont été les plus difficiles de ma vie. J'avais oublié à quel point il est épuisant de s'occuper d'un nouveau-né. Les nuits blanches, les pleurs inexplicables, la panique constante de faire quelque chose de mal. À 30 ans, j'avais élevé Antoine avec une énergie juvénile. À 63 ans, chaque nuit blanche me laissait anéanti. Mais il y avait aussi des moments de pure magie, quand Matteo tenait mon doigt avec sa petite main, quand il arrêtait de pleurer au son de ma voix, quand il ouvrait ses petits yeux sombres, identiques à ceux d'Antoine, et me regardait comme si j'étais son monde entier. À ces moments-là, je savais que chaque seconde d'épuisement en valait la peine. Sophie venait 3 fois par semaine. Elle m'a appris des astuces que j'avais oubliées. Comment le faire rôter plus facilement, comment l'emmailloter fermement pour qu'il dorme mieux, comment interpréter ses différents pleurs. Elle est devenue plus qu'une infirmière, elle est devenue une amie, une sauveuse. « Vous faites un travail incroyable », me disait-elle toujours. Mais je ne me sentais pas incroyable, je me sentais terrifié. Chaque bruit étrange dans la nuit me faisait sursauter. Chaque voiture qui passait lentement devant ma maison me rendait nerveuse. Céline était toujours quelque part, et bien que la police dise qu'elle avait probablement fui le pays, je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'elle était proche, observant, attendant. J'ai installé de nouvelles serrures sur toutes les portes, des caméras de sécurité sur la véranda, une alarme connectée directement à la police. J'ai dépensé 800 € de plus que je n'avais pas, mais la sécurité de Matteo n'avait pas de prix. Une nuit, 3 semaines après l'avoir ramené à la maison, j'ai trouvé quelque chose. J'organisais les affaires d'Antoine que j'avais gardées dans des boîtes, ses vêtements, ses livres, ses papiers. Au fond d'une boîte, j'ai trouvé un journal en cuir marron, usé. Je ne savais pas qu'Antoine tenait un journal. Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. Les premières pages dataient d'années. Des pensées sur son travail, sur ses amis, rien d'important. Mais ensuite, je suis arrivé aux entrées de la dernière année, l'année où il a rencontré Céline. « J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui », disait une entrée d'il y a 4 ans. Elle s'appelle Céline. Elle est belle, intelligente, mystérieuse. Il y a quelque chose en elle que je n'arrive pas à cerner. Elle m'intrigue. J'ai continué à lire. Les entrées sur Céline sont devenues de plus en plus fréquentes. Antoine était amoureux, complètement captivé, mais il y avait aussi des doutes. Parfois, j'ai l'impression que je ne la connais pas vraiment. Elle ne parle jamais de sa famille. Quand je pose des questions, elle change de sujet.
C'est comme si sa vie avait commencé le jour où nous nous sommes rencontrés. Une autre entrée. J'ai trouvé Céline en train de regarder mes relevés bancaires. Elle a dit qu'elle était juste curieuse, mais quelque chose n'allait pas. Pourquoi regarderait-elle ça sans demander d'abord? Et puis celle qui m'a glacé le sang, datée d'1 mois avant sa mort. Céline est enceinte. J'ai trouvé le test, mais quand je l'ai confrontée, elle est devenue furieuse. Elle a dit qu'elle ne voulait pas le garder, que ça gâcherait sa vie. Comment peut-elle dire ça? C'est notre enfant. J'ai changé mon testament aujourd'hui. Tout ira au bébé. Je ne fais pas confiance à Céline avec l'argent. Pas après l'avoir vu dépenser des chaussures à 500 €, des sacs à 1000 €, elle veut toujours plus. Mais un bébé n'est pas un accessoire, c'est une vie, et je vais la protéger à tout prix. Les larmes sont tombées sur les pages, tachant l'encre. Antoine le savait. Il savait que quelque chose n'allait pas avec Céline. Il savait que l'argent était la seule chose qui lui importait, et il avait pris des mesures pour protéger son fils, des mesures qui lui ont coûté la vie. La dernière entrée datait du jour de sa mort. Céline m'a menacé aujourd'hui. Elle a dit que je regretterais de la presser au sujet du bébé. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça me fait peur. Je vais parler à ma mère demain, tout lui raconter. Peut-être qu'elle pourra m'aider à savoir quoi faire. Je sais juste que je ne peux pas laisser Céline faire de mal à notre enfant. Je le protégerai toujours. Il n'a jamais eu la chance de me parler. Il est mort cette nuit-là, et je n'ai jamais su qu'il avait besoin d'aide, qu'il avait peur, qu'il avait vu le danger approcher, mais pas assez vite. Je suis désolé, ai-je murmuré au journal. Je suis tellement désolé, mon amour. J'aurais dû m'en rendre compte. J'aurais dû voir que quelque chose n'allait pas. Mais je ne pouvais pas changer le passé. Je ne pouvais que protéger l'avenir. J'ai apporté le journal à Léa le lendemain. Elle a tout lu. Sa mâchoire s'est crispée à chaque page. C'est une preuve cruciale, a-t-elle dit. Ça montre la préméditation, ça montre le mobile. Quand nous trouverons Céline, ça l'enterrera. Quand allez-vous la trouver? Ai-je demandé. Ça fait presque 2 mois. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais elle est intelligente. Elle a probablement utilisé de faux papiers pour quitter le pays. Elle pourrait être n'importe où. Mais 3 jours plus tard, tout a changé. Je nourrissais Mathéo quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Normalement, je n'aurais pas répondu, mais quelque chose m'a poussé à le faire. « Allô » ai-je dit. Silence. Une respiration, puis une voix que j'ai reconnue immédiatement. Madeleine, Céline. Mon sang s'est glacé. J'ai failli laisser tomber Mathéo. J'ai regardé autour de la pièce comme si elle pouvait être cachée dans l'ombre. « Où es-tu » ai-je réussi à dire. « Peu importe où je suis. Ce qui importe, c'est que j'ai quelque chose que tu veux et que tu as quelque chose que je veux. Tu n'as rien que je veuille. J'ai la vérité sur ce qui s'est réellement passé avec Antoine, sur pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Je parie que tu veux savoir. Je connais déjà la vérité. J'ai lu le journal d'Antoine. Je sais que tu l'as tué pour l'argent. Je sais que tu es un monstre. Un rire froid, sans humour. Un monstre. Quel drame. Tu ne sais rien, Madeleine. Dumon. Antoine n'était pas le saint que tu crois. N'ose pas, ai-je rugi. N'ose pas parler mal de mon fils. D'accord. Tu vas appeler la police. Vas-y. Le temps que vous traciez cet appel, je serai déjà parti. J'utilise des téléphones jetables. Je ne suis pas stupide. Mon esprit tournait à toute vitesse. Je devais la faire parler. Je devais enregistrer ça d'une manière ou d'une autre. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur. J'ai pris mon portable de ma main libre. J'ai commencé à enregistrer. Qu'est-ce que tu veux, Céline? Je veux mon fils. Ton fils? Tu as essayé de le noyer. C'était une erreur, un moment de folie. J'avais peur. J'étais confuse. Je venais d'accoucher seule. Je ne savais pas ce que je faisais. Mais je vais mieux maintenant. Je veux récupérer mon bébé. Jamais. Plutôt mourir. Ça peut s'arranger, a-t-elle dit avec un calme glaçant. Écoute attentivement. Je veux Mathéo, et je veux l'argent du testament d'Antoine, les 200 000 € de l'assurance, plus tout ce qu'Antoine a laissé dans un fonds pour le bébé. C'est encore 300 000 €. 500 000 €. Tout ce pour quoi Antoine avait travaillé, tout ce qu'il avait économisé, tout destiné à son fils. Et si je refuse, alors je viendrai le chercher. Je suis sa mère biologique. Légalement, j'ai plus de droits que toi. Et quand on m'attrapera enfin, je dirai que tu as volé mon bébé, que tu m'as menacé, que tu as inventé toute l'histoire du lac pour le garder. Ma parole contre la tienne, et je suis beaucoup plus jeune, plus crédible, plus sympathique. J'avais la tête qui tournait, mais j'ai continué à enregistrer. Comment savoir que tu ne nous tueras pas tous les deux et que tu ne prendras pas tout de toute façon? Tu ne le sais pas, mais c'est ta seule option. Apporte le bébé et l'argent au vieux hangar au bord du lac. Tu sais lequel?
Où toi et Antoine alliez pêcher. Demain à minuit, seul. Si je vois un seul policier, je disparais et tu ne me reverras plus jamais. Et je finirai par trouver un moyen de te prendre Matteo de toute façon. Céline, attends. Mais la ligne était déjà coupée. Je suis restée là, tremblante, avec Matteo dans un bras et le téléphone dans l'autre. J'avais l'enregistrement. J'avais la preuve que Céline était vivante, qu'elle m'avait menacée. J'ai appelé Léa immédiatement, je lui ai envoyé l'audio. Parfait, a-t-elle dit. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Maintenant, nous allons tendre un piège. Vous allez à ce rendez-vous, mais nous serons là, cachés, à attendre. Et quand elle apparaîtra, nous l'arrêterons. Et si quelque chose tourne mal, et si elle me voit avec la police et s'enfuit à nouveau, elle ne nous verra pas, je vous le promets. J'aurai des snipers en position, des équipes dans l'ombre. Elle ne s'échappera pas cette fois. Et Matteo reste avec Sophie dans un endroit sûr. Vous ne l'emmenez pas, vous faites juste semblant de l'avoir amené. J'ai hoché la tête, bien qu'elle ne puisse pas me voir. Un jour de plus, j'avais juste besoin de survivre un jour de plus. Et puis, Céline affronterait enfin la justice. Pour Antoine, pour Matteo, pour toute la douleur qu'elle avait causée. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté éveillé à regarder Matteo dormir, mémorisant chaque détail de son visage, juste au cas où quelque chose tournerait mal, au cas où je ne le reverrais plus jamais. Ton papa t'aimait, lui ai-je murmuré. It's your time. Et demain, nous allons nous assurer que tu seras en sécurité pour toujours. Le lendemain s'est déroulé au ralenti. Chaque minute semblait une heure, chaque heure une éternité. À 9 heures du matin, Sophie est venue chercher Matteo. J'ai préparé son sac comme s'il devait partir une semaine, même si j'espérais le retrouver dans quelques heures. Couche, lait, vêtements de rechange, sa couverture préférée. Mes mains tremblaient pendant que je mettais chaque article dans le sac. « Il sera parfaitement bien avec moi », a dit Sophie en prenant Matteo dans ses bras. « J'ai votre numéro, la police a mon adresse. Personne ne le touchera, je vous le promets. » Je l'ai embrassé sur le front. Puis j'ai embrassé Matteo. Sa peau douce sentait la lotion pour bébé et l'espoir. « Je t'aime, mon trésor », ai-je murmuré. « Mamie revient bientôt. » Je les ai regardés partir. La voiture de Sophie a disparu dans la rue et j'ai eu l'impression qu'un morceau de mon âme s'arrachait, mais c'était nécessaire. Matteo devait être loin, en sécurité, au cas où les choses tourneraient mal. Léa est arrivée à 14 heures avec 3 autres policiers, 2 hommes et une femme, tous en civil, tous armés. Ils ont transformé mon salon en centre de commandement avec des ordinateurs portables, des radios, des cartes de la zone autour du hangar. « On va revoir le plan », a dit Léa en étalant une carte sur ma table de salle à manger. Le hangar est ici, abandonné depuis 5 ans. Il a 3 entrées, principale, latérale et arrière. Nous aurons des équipes couvrant les 3. Elle a indiqué des emplacements sur la carte avec un marqueur rouge. Snipers ici et ici, sur les toits des bâtiments adjacents. Ils auront une vue dégagée de l'intérieur par les fenêtres cassées. Number 4, very boarded. Équipe d'assaut ici, à l'arrière, prête à entrer dès que nous aurons une confirmation visuelle de Céline. Et qu'est-ce que je suis censé faire exactement ? Ai-je demandé. Ma voix semblait plus calme que ce que je ressentais. Vous entrez, vous lui parlez, vous la faites parler. Nous avons besoin qu'elle avoue, qu'elle admette qu'elle a tué Antoine, qu'elle a essayé de tuer Matteo. Vous porterez un micro caché. Nous enregistrerons tout. Un des policiers, un homme grand d'une trentaine d'années, a sorti un petit appareil de la taille d'un bouton. Ça va sur vos vêtements. Juste ici, a-t-il indiqué juste sous mon cou. Ça transmet tout en temps réel. Il y a aussi un bouton de panique. Si vous appuyez 3 fois de suite, on entre immédiatement, quoi qu'il arrive. Il m'a montré comment ça fonctionnait. J'ai pratiqué en appuyant. 3 touches rapides. Ma vie dépendrait de m'en souvenir. Et si elle demande à voir le bébé, vous lui dites qu'il est dans la voiture, que vous voulez d'abord parler, que vous voulez comprendre pourquoi elle a fait ça. Faites appel à son ego. Les gens comme Céline adorent parler d'eux-mêmes. Laissez-la se vanter de sa malice. Nous avons passé les heures suivantes à revoir chaque détail, chaque scénario possible. Que faire si Céline était armée? Que faire si elle n'était pas seule? Que faire si quelque chose tournait mal? Ma tête tournait avec toutes ces informations. À 20 heures, ils m'ont fait manger un sandwich au jambon qui avait un goût de carton, mais j'ai avalé chaque bouchée. J'avais besoin d'énergie. J'avais besoin d'être alerte. À 22 heures, ils m'ont mis le micro, ont testé l'audio à plusieurs reprises, m'ont fait dire des phrases, compter jusqu'à 10, crier, chuchoter, s'assurant que tout fonctionnait parfaitement. Rappelez-vous,
a dit Léa en me regardant dans les yeux. Vous n'êtes pas seul là-dedans, j'écouterai chaque mot, l'équipe ne sera qu'à quelques mètres. Au moindre signe de danger réel, nous entrons. Je ne laisserai rien vous arriver. J'ai hoché la tête. Je voulais la croire, mais la peur était un serpent froid enroulé dans mon estomac. À 23h15, nous sommes partis. J'ai conduit ma propre voiture. Léa était sur le siège passager, accroupie pour ne pas être vue de l'extérieur. Les autres équipes sont déjà en place, m'a-t-elle informé par radio. Snipers en position, équipe arrière prête, périmètre sécurisé. Nous sommes arrivés au hangar à 23h40. Il était exactement comme je m'en souvenais. Vieux, délabré, fenêtres cassées, murs couverts de graffitis. Antoine et moi venions ici quand il était enfant. Nous pêchions sur le quai derrière. Des temps plus simples, des temps plus heureux. Léa est sortie de la voiture dans un angle mort des caméras imaginaires de Céline. Elle a disparu dans l'ombre. J'étais seul. J'ai regardé l'horloge. 23h55, 5 minutes. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à Antoine, à son sourire, à la façon dont il m'appelait « maman », sur ce ton affectueux, à ce que ça aurait été de le voir en tant que père. J'ai pensé à Mathéo, à son avenir, à toutes les choses qu'il méritait d'avoir. Une vie sans peur, sans menace, sans ombre. Minuit. Mon téléphone a vibré, un SMS d'un numéro inconnu. Entre seuls maintenant. Je suis sorti de la voiture. L'air de la nuit était froid. Je pouvais voir ma respiration. J'ai marché vers la porte principale du hangar. Chaque pas semblait trop fort dans le silence. La porte était entr'ouverte. Je l'ai poussée. Elle a grincé. Le son a résonné sur les murs vides. À l'intérieur, il faisait sombre, presque complètement noir. Seul un peu de clair de lune filtrait par les fenêtres cassées, créant des ombres étranges. « Céline » ai-je appelé. Ma voix semblait petite, effrayée. « Ferme la porte » a dit une voix depuis les ombres, la voix de Céline. J'ai fermé la porte. Mes yeux se sont lentement adaptés à l'obscurité, et c'est alors que je l'ai vue, debout au centre du hangar. Elle portait des vêtements sombres, un jean noir, un sweat à capuche. Elle avait l'air différente, plus mince. Ses cheveux étaient courts, teints en blond, mais c'était bien elle. « Tu es venue » a-t-elle dit. Elle semblait presque surprise. « Tu as dit que tu voulais parler. » J'ai dit que je voulais mon fils et l'argent. « Où sont-ils ? Je veux des réponses d'abord. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi as-tu tué Antoine ? Pourquoi as-tu essayé de tuer Mathéo ?» Elle a ri. Ce même son froid que j'avais entendu au téléphone. « Pourquoi crois-tu, Madeleine ? Pour l'argent. Antoine t'aimait. Il t'a tout donné. Antoine était un imbécile romantique. Il parlait d'amour, de famille et d'avenir. Je voulais la liberté. Je voulais voyager, vivre, ne pas être attaché à une maison et à un bébé qui pleure. Alors pourquoi l'as-tu épousé ? Parce qu'il était ingénieur. Il gagnait bien, avait des économies, une assurance vie, c'était un investissement. J'allais attendre 5 ans, divorcer de lui, garder la moitié de tout. Mais ensuite je suis tombée enceinte et ça a ruiné mon plan. Ses paroles étaient du poison, chacune me brûlait. Tu lui as dit que tu ne voulais pas du bébé. Bien sûr que non. Mais Antoine est devenu impossible. Il a changé son testament, tout pour le bébé. Alors j'ai dû m'adapter. Si Antoine mourait pendant que j'étais enceinte, je toucherais l'assurance. Mais le bébé hériterait du reste. Alors, la solution était simple. Tuer Antoine, avoir le bébé, le tuer aussi, et tout garder. Elle avouait tout, chaque mot enregistré, transmis. La police écoutait, mais j'avais besoin de plus. Tu as engagé Marc pour saboter les freins. 5 000 €. Une aubaine, considérant que j'ai gagné 200 000 € de l'assurance. Le meilleur investissement de ma vie. Et le bébé, ton propre fils, c'était un obstacle. Rien de plus. J'ai accouché seul dans un chalet que j'ai loué en espèces. Personne ne savait que j'étais enceinte. Je portais des vêtements amples. J'évitais les gens. Quand il est né, j'ai pensé à l'abandonner quelque part. Mais je me suis souvenu du lac où toi et Antoine alliez. Ça semblait poétique de tout finir là où votre petite tradition familiale a commencé. 60. J'avais la nausée, je sentais la rage, je sentais toute la haine du monde concentrée sur la femme debout en face de moi. Mais tu as échoué, je l'ai sauvée. Oui, c'était ennuyeux, mais peu importe, parce que maintenant je vais finir le travail. Où est Mathéo, Madeleine ? Je ne te le livrerai pas, ce n'était pas une question. Et c'est alors que j'ai vu l'arme, elle l'a sortie de son sweat, petite, noire, pointée directement sur ma poitrine. Dernière chance. Où est mon fils ? J'ai appuyé sur le bouton de panique. 1, 2, 3 fois. Tu ne le toucheras jamais, ai-je dit.
Son doigt s'est déplacé vers la détente. Tout a semblé se dérouler au ralenti. J'ai vu le flash, j'ai entendu le coup de feu. J'ai senti quelque chose frapper mon épaule, chaud, brûlant. Je suis tombé en arrière, et puis le hangar a explosé de mouvement. Les portes se sont ouvertes, des lumières aveuglantes, des voix criant « Police! Jetez votre arme au sol !» Maintenant, j'ai vu Céline se retourner. J'ai vu les armes pointées sur elle. J'ai vu qu'elle était encerclée, et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait tirer à nouveau. J'ai cru qu'elle allait se faire tuer, mais elle a lentement baissé son arme, l'a laissée tomber au sol, a levé les mains. 3 policiers l'ont plaquée au sol, l'ont immobilisée face contre terre, l'ont menottée. Elle criait des insultes, des menaces, mais ça n'avait pas d'importance. Elle était arrêtée. C'était fini. Léa a couru vers moi, s'est agenouillée à mes côtés. Madeleine restait avec moi. « Ça va », ai-je réussi à dire, bien que la douleur à mon épaule soit insupportable. « Vous l'avez eu. Dites-moi que vous l'avez eu. On l'a eu. C'est fini maintenant. Ne bougez pas. L'ambulance arrive. » J'ai fermé les yeux. C'était assez. C'était fini. Enfin, c'était fini. Je me suis réveillé à l'hôpital, encore une fois, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je ne ressentais pas de désespoir, mais du soulagement. La paix. Mon épaule me faisait mal là où la balle avait traversé le muscle, mais elle avait manqué l'os. « De la chance », a dit le médecin. 2 centimètres à gauche et c'était mon cœur. Sophie était assise à côté de moi, tenant Matteo. Quand j'ai ouvert les yeux, elle a souri. « Regarde qui s'est réveillé », a-t-elle dit en s'approchant. « Quelqu'un s'est beaucoup ennuyé de toi. » Dorley. J'ai pris Matteo avec mon bras valide. Je l'ai bercé contre ma poitrine. Il sentait le talc et l'espoir. Il a commencé à faire de petits bruits. Ces petits bruits que font les bébés quand ils sont heureux. « Bonjour mon amour », ai-je murmuré. « Mamie va bien. Tout va bien maintenant. » Léa est apparue 1 heure plus tard. Elle a apporté des fleurs et un sourire fatigué. « Comment vous sentez-vous » ? « Comme quelqu'un qui s'est fait tirer dessus, ai-je dit, mais vivante. » Qu'est-il arrivé à Céline ? Arrêtée, accusée de meurtre au 1er degré pour Antoine, de tentative de meurtre pour Matteo, de tentative de meurtre sur vous, plus une liste d'autres crimes. Complot, fraude, obstruction à la justice. Elle va passer le reste de sa vie en prison sans possibilité de libération conditionnelle. Les mots étaient doux comme du miel. Justice. Enfin. L'enregistrement a parfaitement fonctionné. Elle a tout avoué. Son avocat a essayé de plaider la contrainte, que vous l'aviez forcé à dire ces choses, mais le jury a vu toute la vidéo. Ils l'ont vu sortir l'arme, tirer. Ils n'ont eu aucune pitié. 30 minutes de délibération. Coupable de tous les chefs d'accusation. Dans les mois qui ont suivi, je me suis lentement remise. La kinésithérapie pour mon épaule était douloureuse, mais nécessaire. Sophie a continué à venir pour aider avec Matteo quand je ne pouvais pas le soulever avec mon bras blessé. Le père Thomas apportait de la nourriture. Des voisins que je connaissais à peine apparaissaient avec des plats et des mots gentils. « Vous êtes une héroïne », disait la dame de la maison d'en bas. « Ce que vous avez fait pour ce bébé, risquer votre vie comme ça. » Mais je ne me sentais pas comme une héroïne, je me sentais juste comme une grand-mère, faisant ce que n'importe quelle grand-mère ferait, protégeant les siens. 2 mois après la capture de Céline, j'ai eu une autre audience avec la juge. Cette fois, c'était différent. Cette fois, la juge souriait en examinant les documents. « Madame Madeleine », a-t-elle dit, « j'ai examiné tous les rapports des 6 derniers mois, les visites des services sociaux, les évaluations médicales de Matteo, les rapports de progrès. Et je dois dire que je suis impressionné. Mon cœur battait vite. Matteo s'épanouit sous votre garde. Il atteint toutes les étapes de son développement. Il est en bonne santé, heureux, aimé, et vous vous êtes révélé plus que capable malgré les défis. Merci, votre honneur. Par conséquent, j'accorde la garde totale et permanente de Matteo à Madame Madeleine avec effet immédiat. De plus, étant donné que la mère biologique est incarcérée à vie et a perdu tous ses droits parentaux, j'autorise les procédures d'adoption si vous souhaitez poursuivre. Adoption, pour le rendre légalement mien. Pas seulement sa grand-mère avec la garde, mais sa mère légale. Oui, ai-je dit sans hésiter. Oui, je veux l'adopter. Alors il en sera ainsi. Félicitations, officiellement. Le marteau est tombé, et soudain, tout le poids que je portais depuis des mois s'est levé. C'était officiel. Matteo était à moi. Personne ne pourrait jamais me le prendre. Jamais. Je suis sorti du tribunal avec Matteo dans mes bras. Il avait 8 mois maintenant, potelé et heureux. Il souriait, montrant 2 petites dents. Il riait quand je le berçais.
Il tirait mes cheveux avec ses petites mains grassouillettes. Sophie et le père Thomas m'attendaient dehors. Ils m'ont serré dans leurs bras. Nous avons pleuré de joie tous les trois, là, sur les marches du tribunal. « Tu as réussi », a dit Sophie. « Contre vent et marée, tu as réussi. Ce soir-là, j'ai préparé un dîner spécial, enfin, aussi spécial que possible, avec un bébé qui avait besoin d'une attention constante. J'ai invité Sophie et le père Thomas. Nous avons mangé du poulet rôti et du riz. Nous avons trinqué avec du jus de pomme parce qu'aucun de nous ne buvait d'alcool. « Ah, Mathéo !» a dit le père Thomas en levant son verre, à son brillant avenir. « Ah, Antoine !» ai-je dit, qui nous regarde de quelque part, fier de son fils. « Ah, l'amour !» a ajouté Sophie, qui triomphe toujours du mal. Nous avons bu, mangé, ri. Mathéo frappait sa chaise haute et criait de joie, ne comprenant pas, mais sentant le bonheur autour de lui. Les mois sont devenus des années. Mathéo a grandi, a commencé à marcher. À 11 mois, son premier mot a été « mamie ». J'ai pleuré quand il l'a dit. À 2 ans, il courait dans toute la maison. À 3 ans, il a commencé la maternelle. Chaque étape était un miracle, chaque jour un cadeau. Je lui parlais constamment d'Antoine. Je lui montrais des photos, je lui racontais des histoires. « Ton papa était un homme bon », lui disais-je. « Courageux. Il t'a aimé avant même de te connaître. Il a donné sa vie pour te protéger. »« Papa héros », disait Mathéo de sa petite voix. « Oui, mon amour. Papa était un héros, et tu grandiras pour être aussi bon, aussi courageux, aussi aimant que lui. » Je ne lui ai jamais parlé de Céline. Ça viendrait plus tard, quand il serait plus grand, quand il pourrait comprendre. Pour l'instant, il avait juste besoin de savoir qu'il était aimé, qu'il était désiré, que des gens s'étaient battus pour lui. Pour le 5e anniversaire de Mathéo, nous avons fait une fête dans le jardin. Nous avons invité tous les enfants du quartier. Il y avait des ballons, un gâteau, des cadeaux. Mathéo courait entre ses amis en riant, si plein de vie, si différent du bébé violet et immobile que j'avais sorti du lac il y a 5 ans. Sophie s'est assise à côté de moi sur la véranda, observant la fête. « À quoi tu penses ?» a-t-elle demandé. « À ce jour-là », ai-je admis. Comment j'aurais pu arriver 5 minutes plus tard? Comment j'aurais pu ne pas regarder par la fenêtre à ce moment précis? Comment tout aurait pu être différent? Mais ça ne l'a pas été. Tu l'as trouvé, tu l'as sauvé. C'était ton destin. Ou celui d'Antoine, ai-je dit. Parfois, je pense qu'il a guidé mes yeux vers le lac ce jour-là, que d'une manière ou d'une autre, il savait que je serais là, qu'il pouvait me faire confiance pour protéger son fils. Peut être, a dit Sophie, ou peut être que tu es juste une femme incroyablement courageuse qui a refusé d'abandonner. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, après que Mathéo se soit endormi, épuisé par tant d'émotions, je me suis assise seule dans le salon. J'ai regardé les photos sur le mur. Antoine bébé, Antoine à sa remise de diplôme, Antoine le jour de son mariage, et à côté de ces photos, de nouvelles. Mathéo nouveau-né à l'hôpital. Mathéo faisant ses premiers pas. Mathéo le premier jour d'école. 2 générations connectées par l'amour, séparées par la tragédie, unies par la survie. On a réussi, Antoine, ai-je murmuré à sa photo. Ton fils est en sécurité, il est heureux, il grandit fort et bon, exactement comme tu le voulais. Et même si je savais qu'il ne pouvait pas répondre, j'ai senti quelque chose, une chaleur, une paix, comme s'il était là, fier, reconnaissant, en paix. Peu, être auriez-vous abandonné si vous aviez été à ma place? Peu, être auriez-vous pensé que vous étiez trop vieux, trop fatigué, trop brisé? Ou peu, être auriez-vous fait exactement la même chose? Parce que c'est ce que fait l'amour. Il vous rend plus fort que vous ne l'auriez jamais imaginé possible. Il vous fait vous battre quand tout semble perdu. Il vous fait trouver de l'espoir dans l'obscurité la plus profonde. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je sais qu'il y aura des défis. Je sais qu'il y aura des jours difficiles. Je sais qu'élever un enfant à mon âge ne sera pas facile. Mais je sais aussi que chaque jour avec Mathéo est un cadeau. Chaque sourire, chaque câlin, chaque « je t'aime, mamie ». Quand je le regarde dormir paisiblement dans sa chambre, la chambre qui fut autrefois celle de son père, je vois non seulement l'enfant, mais la promesse que j'ai faite à mon fils, la promesse que je me suis faite à moi-même ce jour terrible, au bord du lac, la promesse de protéger, d'aimer, de ne jamais abandonner. Certains disent que c'est la chance qui a fait que je regardais par la fenêtre à ce moment précis. D'autres disent que c'était le destin. Peut être un peu des deux. Peut être que c'était Antoine qui me guidait d'un endroit au-delà de notre compréhension. Ce que je sais avec certitude, c'est que lorsque j'ai vu cette valise couler dans le lac,
lorsque j'ai entendu ce faible son provenant de l'intérieur, lorsque j'ai senti le petit cœur de Matteo se battre pour continuer à battre contre ma poitrine, j'ai su que plus rien ne serait comme avant. Et vous savez quoi? J'en suis reconnaissante. Je suis reconnaissante pour l'enfant qui dort sous mon toit. Je suis reconnaissante d'avoir la chance de revoir les yeux d'Antoine, d'entendre son rire résonner sur les murs de cette vieille maison. Je suis reconnaissante d'avoir la chance d'aimer à nouveau, d'avoir un but, de sentir que malgré tout ce que j'ai perdu, j'ai aussi gagné quelque chose de précieux. La tragédie nous trouve tous. Tôt ou tard, elle frappe à notre porte quand nous nous y attendons le moins. Elle nous arrache les personnes que nous aimons, les rêves que nous chérissons, la sécurité que nous tenons pour acquise. Mais que faisons-nous après? C'est la question qui définit qui nous sommes. J'aurais pu me laisser aller au deuil quand Antoine est mort. J'aurais pu me recroqueviller de peur quand j'ai vu Céline jeter la valise dans le lac. J'aurais pu dire que j'étais trop vieille, trop faible, trop brisée pour être mère à nouveau. Au lieu de cela, j'ai choisi de me battre. J'ai choisi d'aimer. J'ai choisi de croire que même dans les cendres de la perte la plus profonde, quelque chose de nouveau peut pousser. Et ça a poussé. Il s'appelle Matteo. Aujourd'hui, il a 5 ans. Demain, il en aura 6. Et un jour, il en aura 20, 30, 40. Un homme accompli avec ses propres rêves, ses propres amours, peut être ses propres enfants. Je ne sais pas si je serai là pour tout voir. Probablement pas, mais je sais que j'ai planté les graines. Je sais que je lui ai donné des racines solides et des ailes pour voler. Je sais que je lui ai parlé de son père, de l'amour qu'Antoine lui portait avant même sa naissance, du courage qu'il lui a fallu pour le défendre. Et ça devra suffire. Certaines nuits comme celle-ci, après que la maison se soit tue et qu'il ne reste que le tic-tac de la vieille horloge murale, je pense à la femme que j'étais avant ce jour au bord du lac. La femme brisée par le deuil, vivant dans les fantômes du passé, laissant les jours passer sans but ni espoir. Je la reconnais à peine maintenant, parce que la femme que je suis aujourd'hui, la femme qui court après un enfant de 5 ans dans le jardin, qui colle des dessins de bonshommes sur le réfrigérateur, qui embrasse les égratignures et chasse les monstres sous le lit, cette femme est plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé. Et tout a commencé par un choix. Le choix de courir vers le lac au lieu de le fuir. Le choix d'ouvrir cette valise mouillée, même quand mon cœur criait de peur de ce que je pourrais trouver. Le choix de me battre pour l'avenir quand le passé semblait trop lourd à porter. Ce n'était pas un choix facile, ce n'était pas un voyage facile. Il y a eu des jours où j'avais si mal au dos de porter un bébé que je pouvais à peine tenir debout. Il y a eu des nuits où les pleurs incessants me mettaient au bord des larmes. Il y a eu des moments où je me suis demandé si j'avais fait une erreur, si j'étais égoïste de penser que je pouvais être mère à nouveau à mon âge. Mais ensuite Matteo me souriait. Il disait « Mamie » de cette douce voix. Il s'endormait dans mes bras, confiant que je le garderais en sécurité. Et je savais au plus profond de moi que je n'avais pas fait d'erreur. J'avais fait exactement ce que j'étais censé faire. Léa et Sophie font toujours partie de nos vies. Léa passe de temps en temps, apportant des cadeaux pour Matteo, vérifiant comment nous allons. Sophie est devenue presque une tante pour lui. Elle l'emmène au parc le dimanche, lui apprend des choses sur les oiseaux et les arbres, lui donne cet amour supplémentaire que tout enfant mérite. Le père Thomas bénit notre maison chaque Noël. Il me dit que Matteo est la preuve vivante que Dieu agit de manière mystérieuse, transformant la tragédie en triomphe, la douleur en but. Et Céline purge sa peine de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Elle ne pourra plus jamais faire de mal à Matteo, ni à personne d'autre. Parfois, je me demande si elle pense à lui, si elle regrette, si une étincelle d'amour maternel a jamais existé dans ce cœur froid. Mais ensuite, je me souviens du regard sur son visage quand elle a jeté la valise dans le lac, et je connais la réponse. Certaines personnes sont incapables d'aimer. Céline était l'une d'elles. Seul l'argent, la liberté, ses propres désirs comptaient. Elle voyait Matteo comme un obstacle, pas comme le miracle qu'il est. Sa perte, mon gain. Parce que chaque matin, je me réveille au son de petits pieds qui courent dans le couloir. La porte de ma chambre s'ouvre et Matteo saute sur mon lit. Ses cheveux sombres en désordre, ses yeux, les yeux d'Antoine, brillants de la promesse d'un nouveau jour. « Bonjour, mamie !» crie-t-il en jetant ses petits bras autour de moi. Et à ce moment-là, toute la douleur, toute la lutte, tout le sacrifice en valent la peine. À ce moment-là, je sais que je referai tout. J'affronterai Céline, je recevrai une balle, je me battrai contre tout le système juste pour avoir cet enfant dans ma vie. Quand les gens entendent notre histoire, ils disent souvent que je suis incroyable,
courageuse, extraordinaire. Mais je ne me sens pas comme ça. Je me sens juste comme une grand-mère qui a fait ce que n'importe quelle grand-mère ferait, protéger son petit-fils à tout prix. Le véritable héros de cette histoire est Antoine, qui a vu à travers le charme de Céline, qui a changé son testament pour protéger son enfant à naître, qui était prêt à mener une bataille pour la garde, pour le garder en sécurité. Antoine, qui a payé le prix ultime pour son amour. Et le véritable miracle est Mathéo, qui a survécu contre toute attente, qui s'est battu pour chaque respiration dans ses premières heures critiques, qui a ramené la lumière dans cette maison autrefois assombrie par le deuil. Quant à moi, je ne suis que le pont entre le père et le fils, la gardienne de leurs souvenirs, la protectrice de leur avenir. Et c'est suffisant, c'est plus que suffisant. Maintenant, si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur s'abonner et dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a laissé sans voix. Ah, et n'oubliez pas de devenir membre pour avoir accès à des vidéos exclusives que je ne publie pas ici. Je vous y attends.